Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la pétillante wedding planner Julie de l'agence L'amour Paris. Nous avons abordé un sujet qui te parlera sûrement, comment organiser un mariage en France pour des étrangers. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter Julie. Coucou Julie, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir ici, bienvenue. Coucou Magali, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là avec toi aussi aujourd'hui. Écoute, ça fait quelques temps qu'on se connaît maintenant, on a partagé des déjeuners, on va dire. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, en plus, on a eu ce fameux épisode avec Candice qui a parlé de toi. Donc, forcément, il fallait que tu viennes. De toute façon, c'était sûr que tu allais venir, mais voilà. Il fallait que tu viennes. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, tu peux te présenter déjà? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je m'appelle Julie Mazzoleni et j'ai fondé l'agence L'amour Paris. Donc, il y a une agence de wedding planning et design. Il y a bientôt maintenant 3 ans. Voilà, donc j'accompagne les couples à organiser et décorer tous leurs moments d'amour. Donc à la fois demande en mariage et renouvellement des vœux, même si aujourd'hui je suis plus sur la partie mariage. Et voilà, avant ça, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'univers de la communication, des médias et de l'événementiel, dans différentes agences parisiennes. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait justement alors que t'as arrêté ton boulot dans la com et que tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi le mariage déjà? Pourquoi le mariage? Parce que déjà, c'était un univers qui me parlait, dans lequel j'avais pu déjà assister à certains mariages autour de moi, les amis, les proches. Et puis c'est vraiment un univers qui me parlait et qui me donnait vraiment envie. Je trouve que accompagner les couples à célébrer des moments dont ils se souviendront toute leur vie, je trouve ça exceptionnel. Et puis finalement, c'était pas si loin non plus de ce que je faisais avant en agence, parce que j'étais dans de la gestion de projet et pas mal de créativité aussi pour mes clients, donc professionnels bien évidemment, mais du coup j'ai un peu switché d'univers pour aller vraiment sur la partie particulier et notamment couple, voilà. Justement, à propos des couples, qui sont les mariés que tu cibles? Alors, moi je cible je cible plusieurs types de couples, à la fois donc des couples français, donc qui habitent en France et qui veulent du coup apprendre le mariage, qui veulent se marier en France, donc ça peut être à Paris ou partout en France, et qui embarquent un peu cette touche parisienne, comme je dis, avec eux, et également des couples internationaux, donc majoritairement des États-Unis, qui viennent se marier en France, donc souvent vraiment au petit comité. Ils viennent sur plusieurs jours, voire semaines, pour célébrer leur mariage, à Paris ou en France aussi, en Provence par exemple. Mais c'est plutôt majoritairement à Paris. Ok, du coup c'est vraiment le sujet qu'on a décidé d'aborder ensemble, de voilà comment ça marche un mariage d'étrangers à Paris, quelles sont les étapes pour organiser ce mariage-là et comment on gère ce type de mariage versus ceux qui se marient en France et qui sont déjà français, quoi. Oui. En fait, je pense que déjà c'est hyper important pour eux de faire l'aventure d'un mariage en France avec un wedding planner, parce que souvent ils ont personne sur place pour les accompagner, les guider. Donc pour moi la première étape c'est de trouver du coup un wedding planner et puis ensuite de vraiment partir à la recherche de la région dans laquelle ils veulent se marier, du lieu, la recherche de lieu également. Enfin après tout le processus de sélection des prestataires et de l'équipe de leur jour J. Un point important après avoir vraiment défini le lieu et la date,
ça va être de prévenir les invités. C'est ça qui est un petit peu différent de couples français qui se marient en France. Là, il y a vraiment toute une partie logistique de prévenir les invités, que tout le monde puisse prendre, se réserver son billet d'avion, réserver son hôtel, parce que souvent, pour les invités, c'est aussi comme des mini-vacances que les mariés leur proposent. Donc voilà sur cette partie ensuite qui concerne les invités. Et puis, ça sera après comme un mariage classique, on va ensemble définir les prochaines étapes de l'organisation. Et puis mois par mois, on suit tout le planning et on avance sur la création de leur mariage. Et c'est quoi les questions que les étrangers se posent le plus quand ils se marient à Paris? Leurs inquiétudes principales? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Comment ils arrivent à faire confiance à quelqu'un, par exemple, de français? Et pas peut-être par exemple, j'imagine que tu as beaucoup d'Américains. Voilà, pas choisir une Américaine qui habite à Paris, par exemple. Alors, pour le coup, je pense qu'ils sont vraiment à la recherche de cette French touch, si je peux dire ça comme ça. Moi, je parle anglais, mais je parle anglais avec un accent totalement français. Je suis pas fluente et au contraire, en fait, c'est drôle parce que les premiers couples américains que j'ai accompagnés, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit mais c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on a envie d'être accompagné par quelqu'un qui habite en France ou quelqu'un qui habite à Paris, qui connaît parfaitement la région, ce qu'il y a à faire et qui a vraiment des recommandations pointu, si je peux dire ça comme ça. Et après, au niveau de leurs inquiétudes, il y aura, on peut revenir sur toute la partie logistique, notamment de leurs invités, parce qu'il y a certains invités qui potentiellement ne sont jamais venus en France, donc qui ont beaucoup de questions, qui peuvent poser aussi pas mal de questions aux mariés. Donc ça, moi, je vais être là pour guider aussi les invités, pour les transports, pour la réservation des hébergements. Donc il y a vraiment un besoin de réassurance de tous les proches des mariés qui viendront en France. Ça passe aussi par la création d'un site internet où on met vraiment toutes les informations possibles pour que quand ils arrivent en France, ils soient pris en charge et qu'ils soient aussi pris par la main s'ils ont besoin. Et l'autre inquiétude, c'est que j'ai beaucoup de couples qui n'ont par exemple pas vu leur lieu avant le jour J, qui n'ont pas goûté le traiteur. Donc les visites se font en visio, je suis sur place et eux sont en visio avec moi. Il y a aussi le décalage horaire à prendre en compte, donc faut caler aussi tout ça dans l'organisation et pas goûter le traiteur. Et ça, c'est vrai que c'est un point important parce qu'on n'a pas le même palais entre les Américains et les Français. Donc typiquement, moi j'ai le souvenir pour un de mes couples où dans la mise en bouche, il y avait une petite touche de fromage, un fromage assez fort français, et je les ai vraiment prévenus en disant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez aller avec cette mise en bouche? C'est excellent, mais il y a ce fromage un peu fort. Et ils ont voulu y aller, heureusement ça leur a plu, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas goûté le traiteur avant le jour J. Voilà. Donc ils découvrent tout quand ils arrivent en fait. Et il y en a pas qui font moi je sais que quand j'étais wedding planner, j'en avais eu quand même qui étaient venus un petit peu en amont pour faire justement la visite technique au moins, tu vois, enfin vraiment la première visite, choisir le lieu avec nous. Non, toi Pour le coup, non, j'en ai pas eu. Alors j'ai eu les parents d'un des mariés qui étaient venus voir le lieu, mais c'est vrai que là je réfléchis. Pour le coup, non. Alors souvent ils arrivent quelques jours en avance, enfin quelques jours avant la date, pour profiter, pour potentiellement passer aussi un moment tous les deux ou avec leurs plus proches. Là, ils peuvent venir voir le lieu et puis il y a aussi les essais, par exemple coiffure et maquillage à faire. Mais sinon, non, la plupart ils découvrent tout quand ils arrivent en fait. Donc il y a un peu ce double stress pour moi, mais c'est chouette. Donc c'est vraiment un point différenciant des couples français. C'est intéressant ce que tu dis, que c'est que t'es pas fluent, et du coup c'est ce que recherchent les gens. Et je pense que ça c'est une des grandes peurs de certaines filles qui osent pas se lancer en fait dans le mariage d'étrangers comme ça, en se disant mais moi je parle pas assez bien, donc du coup on va peut-être pas assez se comprendre. Comment tu gères ça quand sur les aspects techniques par exemple, sur justement tout ce qui est nourriture, sur ce qui est logistique, etc. Comment tu gères ça? Déjà je pense que il faut, entre guillemets, c'est facile à dire, mais arrêtez d'avoir peur. Faut se lancer et y aller, faut parler en fait, parce que c'est en parlant, en pratiquant qu'on va de mieux en mieux parler. Et puis le vocabulaire technique,
Moi, je le connaissais pas quand je me suis lancée. Comment on dit un traiteur, comment on dit, je sais pas, toute la partie, par exemple, art de la table, il faut connaître. Donc, c'est des mots qui reviennent souvent. Donc, au bout d'un moment, on les connaît. Après, je conseille quand même, moi, avant de me lancer, j'avais fait 2 ans de cours d'anglais avec une structure pour apprendre. Voilà, de reprendre quand même quelques cours pour avoir des bases solides. Mais après, moi c'est pas ma langue maternelle, mais on y arrive, on se comprend. Et puis faut quand même savoir un minimum parler anglais, effectivement. Si besoin d'être rassuré, faire quelques cours. Et puis voilà, au bout d'un moment y aller. C'est comme des étrangers qui habitent à Paris. Je pense que c'est pas possible pour eux de ne pas faire une seule faute. Donc on est indulgent en fait. Et puis je pense que les Français, on a très peur de parler anglais, par exemple. Clairement. Voilà, j'ai des souvenirs au collège, c'était affreux. On se moquait, hein. C'est ça qui est dingue, c'est que dès que tu commençais à parler avec un espèce d'accent autre que celui qui était l'accent français finalement, les gens te disaient tu te la tête. Exactement. C'est exactement ça. Et puis c'était des cours on va pas parler du système scolaire français, c'est pas non, n'en parlons pas. Non, on n'en parlera pas, mais je trouve que là moi je prends par exemple l'expérience que j'ai eue avec les 2 ans de cours. Alors bon, effectivement, j'avais pas le même âge, mais c'était vraiment des discussions, des échanges. On raconte en fait, on raconte ce qu'on fait. C'est Wall Street, c'est ça? C'était la Wall Street Institute? Ouais, plus ou moins. C'était pas. Moi, j'ai fait ça. Moi. Ouais, mais c'est presque ça. C'est dans la même idée. Mais d'avoir des échanges. Je sais qu'il y a aussi, il me semble, alors ça j'ai jamais fait, mais il est possible entre. Je crois que c'est entre étudiants, mais bon, peut-être pas que, prendre des cafés à Paris ou autres, dans d'autres villes, avec, en tant que Français, on parle anglais, et peut-être la personne en face, américaine, parlera français. Enfin, en fait, il y a plein de moyens, il y a les séries, les films, il y a plein de possibilités d'apprendre l'anglais. Mais encore une fois, faut pas attendre d'être bilingue pour se lancer. Faut y aller, et puis on arrivera bien à se comprendre dans tous les cas. Clairement. Et du coup, comment tes futurs mariés te trouvent? Alors, ils me trouvent principalement via Instagram. Ils me trouvent aussi par des publications blog, parce que ça, peut-être qu'on en reparlera. Mais que ce soit pendant les shootings d'inspiration ou post-mariage, en tout cas, moi, j'aime bien soumettre les shootings que j'organise à des blogs étrangers, notamment américains. Donc ça peut aider. J'ai aussi du coup un couple qui avait, ça c'est très chouette, ils ont proposé leur mariage après Vogue Weddings, après avoir été, après leur mariage quoi, tout simplement. Donc on a eu une publication, donc ça a beaucoup aidé aussi. Voilà, donc ça va être le bouche à oreille, les lieux de réception, mais quand même principalement c'est Instagram. Ok, parce que justement j'ai un avis assez, on va dire sur les blogs américains ou les blogs étrangers. Moi, à l'époque, où j'étais wedding planner, on avait été publié. Franchement, à part le mettre sur mon site et dire que c'était que c'était bien, 0 retour. Mais bon, c'était il y a longtemps, peut-être. Oui. Alors, peut-être, mais peut-être aussi, en fait, je pense que les publications blog, ça aide aussi à crédibiliser une agence. Donc peut-être que ça sera peut-être pas forcément sur le blog, mais peut-être après avoir visité le site internet, la page Instagram, ça peut être bien. Je sais que les couples vont voir les avis Google, ils vont peut-être aussi voir les publications sur les blogs. Donc ça sera peut-être pas directement, mais je pense que ça aide. Oui, c'est ça. C'est renforcer ta crédibilité sur ton site grâce à ce blog-là. Ouais, on est d'accord. Voilà. Ok, et donc ils te trouvent donc sur Instagram ou ton site un peu quand même. Du coup, t'as des demandes directes? Oui, j'ai des demandes en direct. Ça aussi hyper important d'avoir son site en français et en anglais, d'avoir la possibilité pour le visiteur de pouvoir mettre le site dans une autre langue. Donc ils me contactent aussi via le formulaire qui est sur mon site internet. Il y a un truc que font beaucoup les Américains, je sais pas si t'as été amené à le faire, c'est les répétitions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, effectivement, pour les couples, moi, que j'accompagne, on fait beaucoup de welcome party. Donc, c'est un petit peu... alors, il y a des dîners de répétition, mais c'est vrai que j'en ai jamais fait. On fait vraiment welcome party. Donc, c'est tout simplement la veille du jour J, se retrouver en
tout petit comité et puis commencer la fête dès la veille. Et les dîners de répétition, c'est tout simplement répéter. Et je pense, ça concerne que moi, j'aimerais bien avoir d'autres avis, mais que ça se fait de moins en moins. Ah ouais. En tout cas, les couples américains qui se marient en France, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Ou en tout cas, moi, on me le demande pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est répéter la cérémonie. Ça, c'est à peu près tout le temps. Surtout que généralement, il y a beaucoup de garçons d'honneur, de demoiselles d'honneur. Donc vraiment répéter l'entrée, que tout soit bien cadré. Donc ça, on le fait généralement le matin du mariage parce que tout le monde est là le matin même. Et puis donc notre fameuse welcome party la veille. Et puis donc les dîners de répétition que ça donc moi j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais c'est répété en fait comme un dîner de mariage mais le répéter la veille. Voilà. Ouais, ça c'est un concept que j'ai du mal à percuter, tu vois, à comprendre parce que en fait un dîner c'est un dîner. C'est juste un prétexte pour faire la fête plus longtemps, non? C'est ça, c'est pour ça qu'on a changé le nom et que welcome party finalement c'est très bien aussi. OK. Et si une personne se lance dans les mariages étrangers, à part ce que tu disais tout à l'heure de reprendre des cours, etc. sur l'anglais, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour toucher cette cible-là et 2 pour organiser des mariages d'étrangers en France? On en a du coup déjà un petit peu parlé, mais avoir son site internet déjà en anglais, en fait communiquer en anglais. Ça, c'est quelque chose, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur son site internet, en fait, d'être visible et que les couples internationaux puissent comprendre ce qu'on poste, par exemple. Parce que si tout est en français, ça va être un petit peu compliqué, ou ils vont peut-être pas se reconnaître dans la communication, donc ils vont peut-être pas forcément nous contacter. Et puis, après, je pense que finalement, ça sera un petit peu comme les mariages de Français. C'est moi, j'adore les shootings d'inspiration, donc faire des shootings d'inspiration, montrer en fait ce qu'on peut apporter au couple, notre vision du design, apporter notre touche, notre patte et montrer ce qu'on peut faire pour eux en fait tout simplement, ou en tout cas notre ambiance, notre univers. Donc ça, mettre en avant qui on est tout simplement. C'est un détail, mais aussi peut-être s'entourer de partenaires qui parlent un petit peu anglais, parce que ça c'est important aussi, parce que les couples le jour J ont aussi envie de pouvoir échanger avec toute la team dans leur langue. Alors encore une fois, c'est pas grave si tout le monde n'est pas fluent, mais qu'au moins il y a un échange qui puisse être fait. Et puis se renseigner aussi sur les traditions. Par exemple, on parlait du dîner de répétition, de savoir à peu près ce qui se fait dans les autres pays. Par exemple, on va reprendre les États-Unis, mais les sessions photos, par exemple, sont un petit peu plus importantes qu'en France. Les couples américains veulent vraiment prendre du temps le jour J pour leur session de couple photo, et aussi la session avec les témoins, avec les garçons, les demoiselles d'honneur. C'est hyper important pour eux d'avoir toute une scénographie autour de la photo. Voilà. Il y a d'autres trucs et astuces, mais déjà c'est important d'avoir un petit peu en tête comment ça se passe aux États-Unis. Et ça, tu t'es renseigné sur Internet, t'as fait une étude auprès de d'autres, de futurs mariés avant j'imagine que t'as fait ton étude de marché. Oui. Tout ça. Effectivement, regarder un petit peu comment ça se passe, aussi regarder ce que proposent les wedding planners aux États-Unis. Ça, c'est chouette aussi de pouvoir aller découvrir leur manière de travailler, leur manière de présenter, leur accompagnement. Et puis, il y a aussi le terrain. C'est au fur et à mesure d'échanger avec les couples. Ils nous donnent aussi un petit peu leur ressenti, leur manière de voir les choses. Et petit à petit, ça permet de savoir comment ça fonctionne aussi. Donc, à la fois faire sa propre veille, à la fois aller regarder aussi des comptes sur Instagram, par exemple, de blogs américains ou de wedding planners ou d'autres prestataires de l'univers du mariage, et puis échanger aussi avec les couples qu'on accompagne. Est-ce que tu as des noms de blogs étrangers que tu as en tête, que tu pourrais partager avec nous, ou des wedding planners à suivre absolument? Alors, côté blog, oui, il y en a. Il y a déjà pour moi Vogue qui reste quand même la référence. Ouais, la référence en termes d'univers. En tout cas, ma référence, moi, ce qui me parle et ce qui me plaît. Il y a aussi Wedding Chicks. Il y a Junebug Wedding. Voilà, ça c'est un peu mes blogs chouchous.
et que j'aime aller regarder, que je suis, voir un petit peu les tendances aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes tendances aux États-Unis qu'en France. Donc regarder ce qui arrive, ce qui se fait, et puis voilà, est-ce que ça peut être des tendances qui pourraient potentiellement plaire à nos mariés, à nous. Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus oublier, quand on organise en tout cas des mariages d'internationaux en France, ils viennent aussi rechercher cette touche parisienne, cette touche française. Donc l'objectif, c'est aussi de rester nous dans notre univers, que ce soit dans la food, dans le type de lieu, dans la décoration, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble aussi à leur imaginaire de venir se marier en France. Et du coup, pourquoi ils choisissent la France, justement? Ils te disent, les mariés, pourquoi ils veulent pas se marier dans leur pays, par exemple? Ça coûte moins cher, ça c'est sûr. Oui, exactement. Mais vraiment, alors il y a la question du budget, mais il y a aussi je dirais, ils ont tous un souvenir avec Paris. Pour eux, Paris, c'est l'amour. C'est l'amour en fait. C'est l'amour, c'est la ville du romantisme par excellence. Souvent en fait, ils n'ont pas forcément hésité longtemps. Alors il y en a qui hésitent, par exemple, tu vois, j'avais un couple qui voulait aussi la Normandie. Donc on a fait, ça s'est fait en 2 temps, à Paris et en Normandie. Mais en tout cas, ils ont tous une bonne raison de vouloir venir en France, quoi. Ça les fait rêver. Mais comme nous, Français, peut-être que l'Italie nous fait rêver. Je vois aussi côté parisien, peut-être que la Provence nous fait rêver. Mais souvent, c'est parce que c'est la ville de l'amour. Comment t'as choisi ton nom? Eh ben, tout simplement, oui et non. C'est pas si simple. C'est pas si simple. J'avais plein de noms d'agences parce que c'est vraiment une des premières choses à laquelle, enfin en tout cas moi, j'avais vraiment envie de définir mon identité. J'avais plein d'idées en tête, et puis une fois j'écoutais dans mes écouteurs la musique de l'amour. Et puis en fait c'est venu comme ça. Je me suis dit mais j'adore Paris. Moi j'ai vécu dans la région lyonnaise, donc j'ai toujours eu ce rêve de venir à Paris. Donc je suis arrivée assez tôt, je suis arrivée à 18 ans. Et puis donc voilà, mixer ma passion pour Paris et puis ma passion pour l'amour, pour les histoires d'amour. Donc ça a donné l'amour Paris. Mais t'avais déjà cette envie de cibler les gens qui se marient à Paris du coup? Tout à la base non. Honnêtement, mon envie c'était d'accompagner des couples qui aiment cette touche parisienne, bien sûr, parce que dans mon nom d'agence, c'est à Paris, donc il faut avoir un minimum un petit coup de cœur pour Paris, même si on n'est pas obligé forcément de se marier à Paris. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai remarqué que oui, le nom l'amour Paris plaisait aux internationaux. Donc oui. Bizarrement. Ok. Quelle était ta pire expérience dans le monde du mariage? Ma pire expérience... je réfléchis. Est-ce que je peux le dire? C'est ça, exactement. Comment le tourner pour qu'on comprenne pas trop? Exactement. Alors non, il y a une expérience effectivement qui a été. Maintenant, je le raconte, c'est drôle, mais c'était pas drôle. Après la première danse d'un couple, il y avait l'ambiance devait partir, les boules à facettes, etc. Enfin voilà, c'était le moment fête, quoi, la partie qui se lançait. Et puis cette partie boule à facettes, c'est moi qui avait géré. Et du coup, c'est plus jamais ça, parce que c'est de la technique, donc chacun fait son métier. Et j'avais branché sur une prise que je ne savais pas, qui était reliée au décibelmètre, tu sais, et il se passe que quand le son est trop haut, ça coupe certaines prises, et ça a coupé notamment cette prise. Donc juste après, vraiment super ambiance, les lumières, etc. Tout s'est coupé. Donc voilà, il a fallu un peu de temps pour réagir et finalement trouver une autre lumière. Mais bon, c'était pas les invités ont pas forcément compris et le couple non plus. Bon, voilà. Après, on est passé à autre chose. Mais là-dessus, donc la leçon à tirer, c'est que chacun son métier. Encore une fois, chacun est très bon dans ce qu'il fait et il n'y a pas besoin de faire le métier des autres. Et puis voilà, après c'est plutôt comment dire. Moi, c'est vrai que je suis habituée à avoir tout au long de l'organisation, mes contacts c'est le couple, hein, tout simplement. Les points qu'on fait ensemble. Alors, il peut bien évidemment y avoir des échanges avec les témoins pour les surprises, etc. Mais j'ai eu une expérience dernièrement où je ne savais pas, en tout cas pas autant,
que les parents allaient être autant présents pendant la préparation, l'installation, la coordination du jour J, tout simplement. Et c'est vrai que très tôt, parce que ça commence très tôt, j'ai eu les parents sur le dos, si je peux dire ça comme ça, et ça a été très désagréable. Donc voilà, c'est simplement, encore une fois, une leçon à tirer pour les prochaines fois. Chacun sa place. Ce qui a été défini avec les mariés, ça a été défini et validé. Il n'y a pas de surprise le jour J. Donc voilà, tout simplement prévenir que les parents, bien évidemment, ont leur mot à dire, mais en pleine installation le jour J, on va éviter. Tu m'étonnes. Ok. Qu'est-ce que tu te dis pour te motiver ou pour motiver les autres ? Alors, je pense que ça va être deux choses. Moi, pour me motiver, je commence par moi, c'est pas très poli, mais pour me motiver, moi, je me dis simplement que j'ai la chance de faire un métier que j'aime, que je me lève le matin avec le sourire, et que c'est un peu bateau de dire ça, mais quand on fait un métier qui est plus une passion qu'un métier, alors ça reste un métier, bien évidemment, hein, il y a des moments où il y a besoin de couper aussi, hein, mais ça remet tout de suite de la joie dans ce qu'on fait. Donc tout simplement se dire que prendre conscience en tout cas de l'opportunité, parce que c'est pas vraiment de la chance, c'est de la chance, mais en soi il y a eu aussi un risque à prendre à un moment donné dans ma vie, et puis ça n'a pas été évident, mais je l'ai pris. Donc voilà, se rappeler un petit peu la chance qu'on a d'être là où on est aujourd'hui. Et pour motiver les autres, je pense que l'esprit d'équipe est hyper important. Donc embarquer tout le monde, que ce soit à la fois sur un mariage, mais aussi sur un projet shooting ou autre, embarquer tout le monde en fait. Embarquer tout le monde, motiver les troupes. On est content d'être ensemble, et c'est pour ça que c'est un vrai bonheur le jour J de voir aussi toute l'équipe au complet. C'est ultra motivant. Enfin moi j'adore. Je vais revenir 2 minutes sur le fait de s'automotiver, parce que j'ai eu plusieurs discussions là récemment où on me disait j'ai du mal à me mettre à bosser finalement, parce que quand tu sais que t'es à ton compte, c'est toujours plus difficile de rester, quand tu es chez toi, de travailler finalement. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là qui ont du mal à se motiver ? Oui, alors déjà que potentiellement, pas potentiellement, je peux les comprendre parce que ça m'arrive aussi. Alors, je pense que parfois il y a le besoin de changer d'air. Donc tout simplement sortir de chez soi, aller bosser dans un café, aller bosser sur une terrasse au soleil, en tout cas dehors pas chez soi. Et puis aussi de couper parfois pour mieux revenir. Alors attention, je le dis, mais c'est vraiment pas évident à faire. Mais parfois, couper et pas se dire c'est pas bien, je coupe. Non, c'est je coupe potentiellement une journée ou plus, tout dépend de la période, et revenir vraiment en pleine forme. Et puis aussi parfois prendre du temps pour faire d'autres choses à côté, tout simplement, nos choses qu'on aime. Je sais pas, écouter de la musique, aller au restaurant, lire un livre, peu importe, mais prendre aussi du temps pour soi. Clairement. C'était quoi la pire période, le pire âge, on va dire, de ta vie ? Mon pire âge, c'est vraiment quelque chose dont je parle très rarement, voire jamais. Mais j'ai... Bienvenue dans Wedding Divan. Mais aujourd'hui, j'arrive à en parler. Donc voilà, ça a été vraiment la pire période de ma vie. Moi, j'ai perdu mon frère, j'avais 25 ans. J'allais avoir 25 ans. Donc ça a été vraiment une période... très sombre, je pense, comme on peut se l'imaginer. Et puis c'était un moment en fait où, après la sidération, après l'énorme tristesse, et puis toute cette période de deuil, on a deux choix. Soit on se morfond, on attend que la vie passe, on s'enferme, et puis voilà, on attend que la vie passe. Soit on se relève, et puis on y va. Donc j'ai décidé de choisir la deuxième option, et c'est pour ça aussi que je pense que je vais puiser ma force dans cette pire épreuve que la vie m'ait mis sur mon chemin. Mais voilà, du coup c'est de là vraiment où je tire ma force. Mais ça a été la période bien évidemment la plus difficile. Et qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui était au fond du gouffre du coup aujourd'hui ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Peut-être de plus en parler. Parce que c'est un sujet qui était assez tabou pendant longtemps, parce qu'en fait tout simplement j'arrivais pas à en parler. Donc d'en parler pour libérer aussi libérer la douleur, et puis après pour le reste,
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai en tout cas atteint l'objectif que je m'étais fixé, à savoir avoir ma boîte à moi, gérer ma vie comme je l'entends et puis m'éclater. Donc aujourd'hui, je suis satisfaite. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour tout ce partage et d'être venu dans Wedding Divan. Je te dis à très vite en vrai pour un autre déj. Avec grand plaisir. Merci. Je t'embrasse. Moi aussi. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Julie et moi, ça nous fera super plaisir. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.